Merci, Monsieur le Président. Je tiens tout d'abord à remercier le Bureau de la Société de m'avoir invité à participer à ces journées. Mais avant de commencer notre présentation, et après votre accord, Monsieur le Président, je tiens à rappeler que, spécialement pour mes amis et collègues de libre pratique, que nous exerçons une spécialité à haut risque médico-légal. Dans un pays où l'exercice de cette spécialité, il est exposé à être jugé par des lois non spécifiques à l'exercice médical. Et pour cela, je vous invite cordialement et je vous conseille amicalement d'adhérer à notre syndicat pour constituer une voie unique pour qu'on puisse défendre tous nos intérêts, d'abord sur le plan médico-légal, toutes les négociations avec la caisse d'assurance maladie, et pour l'intérêt de tout le monde, il faut que nous nous unissons sous la même casquette et avec un nombre maximal d'adhérents pour que notre voix soit entendue. Voilà, je ferme la parenthèse, merci. Alors, nous passons donc tout de suite à notre présentation, qui est le Doppler au cours du premier trimestre. Je tiens tout d'abord à rappeler les cibles pour le Doppler fœto-placentaire. Il y a le versant maternel de la circulation, placentaire, au niveau particulièrement des artères utérines. Sur le versant fœtal, de la circulation placentaire, on a essentiellement les artères ombilicales. Ensuite, il y a la perfusion artérielle de certains organes, particulièrement le cerveau. Et par la suite, on a le retour veineux vers le cœur au niveau essentiellement de la veine cave inférieure, mais surtout le canal d'Arensus et la veine ombilicale. Alors, commençons par les artères utérines. Donc, la technique, il y a deux techniques possibles, soit par voie abdominale, soit par voie endovaginale. Par voie abdominale, de préférence vessie vide, on va se mettre sur une section sagittale médiane au niveau de l'utérus, et ensuite on va basculer latéralement jusqu'à ce qu'on visualise le plexus vasculaire paracervical. Par voie endovaginale, c'est pratiquement la même technique, sauf qu'il faut se mettre au niveau du cul-de-sac antérieur et déplacer latéralement jusqu'à trouver l'artère utérine et prendre ces mesures à ce niveau après la naissance des artères arquées. Voilà un exemple de Doppler. On a sur le côté gauche un Doppler qui est normal. Ça ne passe pas. C'est là en fait. D'accord. Donc, voilà. Donc ici, on a un Doppler utérin qui est strictement normal au niveau de l'artère utérine droite, et de l'autre côté, on a une incisure protodiastolique qui est le notch qui témoigne de la persistance des résistances artérielles périphériques. Donc, le Doppler des artères utérines, les avis, en fait, ils divergent quant à sa réalisation de façon systématique en début de grossesse. Et pourquoi cela? Parce que au cours de la grossesse, les invasions trophoblastiques, la première, elle débute vers la 13e semaine. Et donc, s'il y a un processus qui va se faire au niveau de l'invasion trophoblastique et la destruction trophoblastique de la couche musculaire des vaisseaux utérins se fera donc à partir de la 13e semaine. Mais certaines études, ils ont montré que si on fait le Doppler utérin au cours du premier trimestre et qu'on trouve l'absence de résistance, ça témoigne que notre Doppler utérin va persister normal même après les invasions trophoblastiques. Mais par contre, si on le fait et qu'on trouve des résistances périphériques comme en dehors de la grossesse, tout d'abord, il faut les contrôler. Si elles persistent pathologiques après la 26e semaine, c'est un signe prédictif de complications materno-fétales et il augmente les risques jusqu'à 42 fois par rapport à une patiente qui a des Doppler utérins normaux. Ceci dit, l'utilisation du Doppler pourrait être proposée comme un indicateur pour la bonne santé maternelle, que ce soit chez les primigestes ou particulièrement en cas d'antécédents de problèmes dits vasculaires.
Alors, donc, le Doppler utérin, on peut le réaliser en association aux facteurs de risque cliniques et les marqueurs biologiques donc, du risque de la pré-éclampsie. Faut-il indiquer à ce moment-là, si on objective donc, un notch ou un Doppler pathologique, la prescription par l'aspirine, tout en sachant que la prescription par l'aspirine doit être réalisée avant les invasions trophoblastiques et n'a aucun sens si on objective un Doppler pathologique après la fin des invasions trophoblastiques. Donc, au cours du premier trimestre, logiquement, il y a un intérêt à prescrire de l'aspégique si on trouve un Doppler utérin pathologique. Mais pour cela, il faut qu'il y ait d'autres études et particulièrement des recommandations pour la pratique clinique. Le Doppler des artères ombilicales, c'est un bon indicateur du bien-être fœtal, mais sa réalisation au cours du premier trimestre n'est pas d'une grande utilité. En fait, c'est la surveillance de la vitalité fœtale et il devient intéressant qu'après 26-28 semaines d'aménorrhée. Avant cela, le retard de croissance il est exceptionnellement vasculaire et si on a un problème au niveau de l'artère ombilicale, à type de diastole par exemple, il faut penser à la qualité fœtale. De même pour le Doppler des vaisseaux cérébraux, donc c'est essentiellement le Doppler de l'artère cérébrale moyenne qui nous intéresse, mais à partir d'un terme où on s'intéresse à la vitalité fœtale. Pour le canal d'Ancius ou le ductus venosus, alors il faut savoir que c'est un shunt qui est provisoire entre la veine ombilicale et la veine cave inférieure, et il permet de diriger une proportion de la circulation bien oxygénée vers la circulation coronaire et cérébrale, et ceci par un flux préférentiel entre l'oreillette droite vers la gauche à travers le foramen ovale, et c'est un processus et c'est un canal qui se ferme en quelques minutes après la naissance. La technique de mesure, donc, elle a été bien détaillée par la présentation qui m'a précédé, mais j'insiste qu'il faut se mettre au niveau de la zone d'aliasing, qui est donc cette partie-là. Alors, c'est un spectre triphasique, là aussi je passe rapidement, ça a été bien détaillé, qui, lorsqu'il est normal, l'onde A, elle est toujours positive. Donc, en cas de onde A négative, à ce moment-là, on est dans un ductus venosus pathologique. Voilà, on voit ici donc un ductus venosus qui est normal, et là, donc, une onde A négative, et donc un ductus venosus. Il y a des faux négatifs. Par exemple, à ce niveau, l'onde A, elle est positive, mais on a une contamination par la veine cave inférieure, ce qui me donne un flux comme le reverse flow, donc négatif. Mais il faut s'assurer que notre onde A, elle est toujours positive. Là, l'onde A, elle est négative. Donc là, le ductus venosus, il est pathologique. Alors, à quoi ça sert le ductus venosus au cours du premier trimestre? Il a un grand intérêt dans le dépistage des aneuploïdies. Et en fait, on trouve une onde A inversée chez 2/3 des fœtus trisomiques, chez à peu près 60% des trisomies 18, la moitié des trisomies 13, et elle est observée chez 3% des individus normaux. Pour les malformations cardiaques de même, on a une onde A négative. C'est essentiellement, au cours du premier trimestre, évocateur des malformations cardiaques droites. Elle est aussi pathologique au cours des malformations cardiaques gauches, mais beaucoup plus à des stades tardifs. Pour le syndrome transfuseur-transfusé, aussi, donc, au cours des grossesses gémellaires, l'anomalie du ductus venosus, elle est observée lors du développement du syndrome transfuseur-transfusé. Alors, pour le spectre de la valve tricuspide, ce qu'on recherche, c'est le reflux. C'est le reflux, c'est-à-dire la régurgitation. Alors, on a ici un spectre qui est normal, et là, on a donc, lors de la phase de la contraction auriculaire, lors de la diastole, une régurgitation tricuspidienne. Cette régurgitation tricuspidienne, lorsqu'elle est objectivée au cours du premier trimestre, permet de dépister, permet d'orienter vers certaines anomalies chromosomiques, comme la trisomie 21 dans la moitié des cas,
dans la trisomie 18 dans un tiers des cas, et de même pour la trisomie 13. Et il faut savoir que chez les fœtus qui n'ont pas d'anomalie chromosomique, elle est une variante de la normale dans 1% des cas. De même pour les malformations cardiaques, le fait d'avoir une régurgitation tricuspidienne augmente nettement le risque d'être atteint d'une malformation cardiaque. Par contre, l'absence de reflux au niveau de la valve tricuspide, il diminue le risque par rapport à la population générale. Voilà, donc c'est la même chose ici. Donc on a les différentes trisomies suspectées avec la régurgitation donc, tricuspide et les malformations cardiaques. Alors, est-ce que la réalisation du Doppler au cours du premier trimestre, elle est dénuée de risque pour le fœtus? Pas du tout. On sait très bien que l'échographie, ça reste un examen anodin, mais pour le Doppler, non. En fait, ça génère un effet thermique et mécanique théorique, bien sûr, au niveau par les ultrasons. Et si on a surtout la puissance d'émission du Doppler, elle est nettement supérieure aux ultrasons. Alors oui, les ultrasons restent un examen anodin, mais le Doppler, il faut se méfier. Et dans les recommandations donc, canadiennes, on trouve ici, par exemple, il faudrait éviter d'avoir recours au Doppler spectral, au Doppler couleur et au Doppler de puissance pour l'imagerie du fœtus au cours du premier trimestre, sauf si leur utilisation contribue à l'évaluation d'une grossesse à risque élevé de trisomie ou d'anomalie, niveau 3B certes, mais ça reste quand même une recommandation à tenir compte. Pour les UOC, c'est la même chose, et ils portent carrément un document où ils disent qu'il faut faire la réalisation des Doppler couleur et pulsée uniquement s'il y a une indication à le faire pour un but de diagnostic et réduire le temps d'exposition au Doppler. Et si on est dans une phase d'apprentissage, il faut être sous la couverture donc d'un échographiste chevronné. Voilà donc, pour le Doppler fœtal entre 11 et 13 semaines, 6 jours, ce qu'il faut réellement rechercher, c'est le spectre du ductus venosus, le spectre à la recherche de la régurgitation de la valve tricuspide et ses indications, c'est le dépistage des anomalies chromosomiques, de certaines cardiopathies congénitales et pour les grossesses gémellaires monochoriales biamniotiques, la prédiction des syndromes transfuseurs transfusés. Et je vous remercie.